Ouais, tu sais, genre, ouais, de toute façon, ta gueule, connard. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un clap pour vous? Oui, bah, faut bien le faire. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu pour cette première émission de Dissensus, la nouvelle émission de Tous dehors, nos jeunes médias naissants. Euh, je vais commencer par te poser une question assez simple, mais en même temps très compliquée. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? On est presque vendredi là. Dimanche, ça va être une catastrophe annoncée. On ne sait pas trop laquelle encore. Nous, on vient de lire ton livre, Que faire un dimanche d'élection. Donc peut-être que tu as un élément de réponse à nous donner, et peut-être qu'on pourra s'en sortir un petit peu mieux. Moi, je me sens pas désemparé par cette situation. C'est pas la situation électorale qui a inventé le désastre actuel. L'extrême minorité des forces contestataires dans le pays, l'impuissance sociale dans laquelle on est, une certaine impuissance politique aussi, ça s'est déposé dans la société, par exemple, française depuis 30 ans, 20 ans. Bon, ces élections-là vont être un nouvel épisode qui va attester de notre faiblesse, quoi. Quel que soit le... Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de déprimer plus que d'habitude cette semaine. Comment dire, la vie continue, quoi. Après, c'est vrai que je m'étonne un peu qu'il y ait encore des gens à gauche pour espérer quoi que ce soit de cette élection. Ça, c'est très étonnant pour moi comme phénomène d'auto-aveuglement. Ce qui me perturbe beaucoup, parce que ce qui me déçoit un peu, parce que j'ai toujours cette espèce de faiblesse d'attribuer à la gauche un surcroît de lucidité par rapport aux autres camps politiques. C'est même ça qui m'attache à la gauche depuis le début de ma conscience. Et quand je vois mon camp, enfin mes amis de gauche être comme ça, s'illusionner sur des choses, développer de la pensée magique, considérer que d'un seul coup, une France électorale qui est majoritairement à droite et très majoritairement à droite pourrait produire un suffrage de gauche, c'est très étonnant comme phénomène pour moi. C'est un phénomène presque de magie collective ou phénomène anthropologique qu'il faudrait rapprocher peut-être de certains phénomènes ésotériques. Il y a un truc comme ça. Mais je pense que parfois la politique, je n'irai pas plus loin, mais dans mon livre Deux singes ou ma vie politique, j'avais analysé ma fibre politique à moi-même et je disais à un moment que la politique est sans doute l'exercice de l'intelligence et parfois elle est aussi une productrice de bêtises. Et je pense que il faut toujours considérer ça quand on a une passion pour la politique. Je pense que c'est notre cas tous les quatre, entre autres choses. Ça peut être la passion pour les livres, la philo, la pensée, mais aussi la politique, je crois. Il faut être conscient de ça, comment la politique peut rendre bête par moment. Et je trouve qu'en général, les séquences électorales sont des lieux de cristallisation de la bêtise politique très performants, quoi. Bon, c'est pas très optimiste que je réponds pas à ta question en fait. Je te donne pas beaucoup de clés pour le bonheur là, mais bon. Donc dimanche, Ah, bah, qu'est-ce que dimanche. tu vas faire dimanche? Bah écoute, je crois que je vais faire comme je fais tous les dimanches, bouquiner, sans doute aller voir un film, me balader avec ceci ou cela, cet individu ou tel autre individu. Et puis je regarderai bien sûr, comme je le dis dans le livre, je regarderai avec appétit la soirée électorale, comme je regarde souvent avec appétit les soirées électorales, parce que je trouve que c'est des grands moments au sens dramatique du terme, quoi. Le spectacle est plutôt intéressant. Sachant que les résultats électoraux, qui seront ce qu'ils sont, et on sait bien déjà quel sera le verdict, ont toujours quand même, malgré tout, envers et contre l'abstraction de cette élection, des valeurs de symptômes. Ce sera intéressant de voir, par exemple, pour qui Pécresse va appeler à voter au deuxième tour si jamais il y a un Macron-Le Pen, qu'est-ce que va faire Zemmour. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui vont faire symptôme, où tout le monde va être obligé un peu de sortir du bois, quoi. De la même façon qu'effectivement, s'il y avait un Mélenchon-Macron au deuxième tour, ce que je souhaite, fondamentalement, ça m'éclaterait, hein, j'aimerais bien. Ça serait alors là très intéressant de voir comment se positionneraient nos amis, les fameux amis de gauche de droite là, c'est-à-dire les gens qui ont été dans le périmètre du PS pendant des années et qui le sont encore. Ben, je crois qu'ils n'appelleraient pas à voter Mélenchon, ces gens. Mais au moins comme ça serait définitivement clair. Pour ceux qui avaient encore un doute sur le fait que ces gens-là soient de gauche ou de droite, au moins là les. Donc j'aime bien la puissance symptomale d'une élection, mais c'est tout.
Mais là, ce que tu dis, c'est que tu vas regarder l'élection en spectateur. Oui. Et dans ton livre, tu dis que la politique classique ou la politique contemporaine nous force ou nous réduit en permanence à l'état de spectateur. Et que le grand moment du spectacle, justement de cette politique-là, c'est les élections présidentielles, avec les fameux grands débats qui n'ont pas eu lieu cette année parce qu'il y en avait un qui ne voulait pas jouer le jeu du spectacle ou qui le jouait ailleurs, dans une mise en scène à la Netflix, on pourrait dire, le président dans son bureau ovale. Le candidat, je crois que ça s'appelle la série. Ouais. Ça s'appelle Le Candidat, et on le voyait se mettre en scène entre un rendez-vous téléphonique avec Poutine, une sorte de note qu'on a dû lui faire, qu'il a dû lire en diagonale sans rien y comprendre. Et donc, bon, il y a cette politique spectaculaire qui plaît encore quand même à une majeure partie de la population, j'ai l'impression, mais qui détruit une autre partie de la population. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui ai 30 ans, je ne m'intéresse absolument pas à ces débats-là. Et pourtant, je corresponds à certains personnages que tu décris dans ton livre, qui sont, par exemple, de toutes les manifestations, de toutes les luttes, qui s'intéressent à la politique là où elle ne se joue pas dans la forme spectaculaire. Donc, on pourrait peut-être même remplacer le mot de politique par celui d'organisation. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Et donc, est-ce que tu pourrais développer ce que tu dis dans ton livre à propos de cet état de fait, quoi. La politique, c'est le spectacle aujourd'hui. Ouais, d'une certaine manière, je crois qu'on a. C'est toujours une question de mots, on met les mots qu'on veut, on met le sens qu'on peut derrière des mots déjà existants. Ce que je propose dans le livre, c'est de reconduire le geste de Rancière, qui est d'abord de séparer la police de la politique, donc de dire qu'il n'y a de politique que dans les forces de dérèglement de l'existant. Bon, et de déstabilisation de l'existant. Et toutes les forces qui, inversement, œuvrent à la conservation de l'existant ne méritent pas le nom de politique. Elles ne doivent être étiquetées que du côté de la police. Là, je reprends Rancière. Je propose une petite dichotomie de mon cru, qui est de séparer la France électorale et la France politique. La France électorale, c'est celle qui vote, qui pense que l'élection est le sommet de la vie politique. C'est même en général la seule activité politique qu'ont les gens, hein, c'est de voter tous les 5 ans, tous les 6 ans municipales, etc. Et le reste du temps, ils n'en font pas. Ils ne font pas partie de la vie associative, ils ne se greffent sur aucun collectif existant, que ce soit de défense d'ouvriers sans papier, ou de migrants nouvellement arrivés, ou tel collectif, comme je donne un exemple à la fin du livre, qui lutte contre une opération anti-écologique de base, comme il s'en commet énormément dans les grands projets de nos grands bâtisseurs. Voilà, donc la France électorale, effectivement, n'a pas grand-chose à voir avec la France politique. Donc moi, c'est plutôt ça que je donnerais comme... parce que j'ai pas envie de leur attribuer le beau mot de spectacle. Moi, je trouve que c'est... La politique, la vraie, a toujours affaire avec le spectacle. Mais le spectacle, c'est pas forcément... C'est pas un fan de cinéma qui va pouvoir chier sur le spectacle comme je le ferai. Je crois que c'est très important, le spectacle, y compris dans les périmètre collectif et politique véritable. Comment dire, c'est important le spectacle qu'on donne de nous-mêmes. Ça veut dire le spectacle qu'on se donne les uns aux autres. Il faut qu'on se plaise les uns aux autres pour faire collectif ensemble. Moi, j'ai envie de me mettre collectivement avec des gens quand je les trouve beaux, quand j'aime les écouter, quand j'aime être avec eux. J'ai envie d'être copain de ces gens. C'est important l'amitié. Et donc, c'est très important pour moi le spectacle que rend un mouvement politique. Donc je parlerais plutôt d'un spectacle piteux, c'est celui qui est offert par la séquence présidentielle. Et puis je pense qu'il y a des spectacles beaucoup plus reluisants qui sont proposés, alors disons un petit peu en dessous des radars, évidemment en dessous des radars médiatiques, et qui sont la vraie vie, les vraies forces vives de la politique, quoi, qui, à l'heure où je vous parle, sont en train de s'activer voilà, pour faire valoir tel ou tel droit, pour s'opposer à tel ou tel projet dégueulasse, défendre telle ou telle minorité opprimée, travailler en général à l'émancipation. Voilà. Donc ton idée de la politique, c'est le dissensus, pour faire... C'est-à-dire que je suis content que vous appeliez votre émission de dissensus. Je ne sais pas si ça vient chez vous directement de Rancière, mais j'imagine que oui, parce que c'est quand même un peu lui qui a systématisé le mot, mais bon, on peut l'utiliser... Moi, c'est la première fois que je l'ai lu d'ailleurs, en tout cas ce mot, parce que je ne savais même pas qu'il existait dans la langue française. C'est peut-être un néologisme d'ailleurs. C'est un néologisme. Ouais. C'était dans des livres de Rancière, donc il y a une vingtaine d'années. Et oui, disons que la démocratie, c'était fondamentalement le dissensus. Il n'y a de démocratie à partir du moment où quelque chose comme du dissensus apparaît. Mais je crois que Rancière irait plus loin, encore une fois. Hein. Il dirait la politique. En fait, pour Rancière, on ne va pas faire du ranciérisme dans le texte, mais
Pour Rancière, politique et démocratie sont à peu près strictement synonymes. À peu près strictement synonymes. Il utilise l'un pour l'autre, pratiquement. Il y a politique là où s'exerce de la démocratie, et s'exerce de la démocratie là où il y a du dissensus. Il y a une énergie dissensuelle qui se met en place. Il y a des gens qui disent l'existant ne nous va pas. Voilà. Et donc ils introduisent du dissensus. Ce qui fait qu'il n'y a rien effectivement de plus anti-politique et de plus antidémocratique que l'espèce de théologie républicaine qui consisterait au contraire à produire l'idée que nous aurions des valeurs communes, nous aurions une vision commune. Un président, c'est quelqu'un qui met tout le monde derrière lui pour avancer de l'avant tous ensemble. Ça, non seulement c'est des mots d'ordre bidons, comme on sait, c'est des énoncés creux, je veux dire presque publicitaires, mais en plus ils sont strictement anti-politiques. Voilà. Mais là, on voit bien que c'est des gens qui ne sont pas des démocrates, en fait. Pour eux, globalement, un bon pays, c'est un pays qui se tient sage, comme pour reprendre l'expression popularisée par Dufresne. Dans ton livre, tu décris aussi une scène contemporaine dans laquelle un nombre croissant d'individus, de gens sont indifférents à la politique au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'ils sont indifférents au monde qui les environne. Que ce soit, oui, des travailleurs en lutte, des sans-papiers qui sont dans la misère ou des choses comme ça, ou alors face à un énième assassinat policier ou des choses comme ça. Ils ne peuvent pas se laisser aller quand des événements plus ou moins tragiques surgissent. Donc il y a une sorte de pic d'indifférence aujourd'hui qui touche les sociétés contemporaines de l'Ouest, on va dire, enfin les sociétés occidentales. Et pour autant, bon, alors ici en France, tous les 5 ans, il y a une grande scène politique qui se remet en place, qui se reconfigure, où pendant quelques mois, alors cette année beaucoup moins longtemps qu'auparavant, les gens commencent à discuter politique. Mais ils discutent de la politique au sens présidentiel du terme. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce hiatus justement entre ces gens qui sont indifférents aux politiques et qui, tous les 5 ans, comme par magie, comme par miracle, se réintéressent à une sorte de fausse idée de ce que c'est que la politique? Bah, je pense qu'il n'y a aucun paradoxe là-dedans, puisque ce sont deux choses absolument qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et qui sont même pour moi contradictoires. Et je dirais même qu'il y a un effet de vase communicant entre des poussées véritables de réel. Le réel débarque, il fait effraction sur la place publique, et une élection présidentielle ou une campagne présidentielle qui est une soustraction du réel, un absentement du réel. Ce qui est passé depuis 2 mois est intéressant, même si c'était un peu cousu de fil blanc, mais à partir du moment où il y a eu un jaillissement de réalité, à partir du fin février, et c'était la guerre en Ukraine, un petit peu avant, mais notamment le déclenchement, je crois le 22, 23, je ne sais plus, 24, alors la campagne présidentielle a été évincée. Parce que là, elle a été balayée, pour moi, on peut dire elle a été balayée par la guerre, et moi je pense qu'elle a été balayée par du réel. Voilà. Et or, la campagne présidentielle, c'est tout le contraire. Elle crée comme ça une espèce de bulle spéculative, une bulle verbale qui n'a aucun rapport avec le réel. Donc je pense que les gens qui ne s'intéressent pas au réel politique, au réel social pendant 5 ans, et qui pendant 3-4 mois se passionnent pour l'élection présidentielle, pour moi, c'est pas du tout contradictoire. Je veux dire, c'est qu'en gros, le spectacle présidentiel leur va, comme je dis qu'à un moment, on peut se prendre au jeu quand on regarde une élection de Miss France. C'est compliqué de ne pas se prendre au jeu d'une compétition dont on vous raconte tous les jours les épisodes. Même moi, je me prends au jeu. Je veux dire, même moi que cette élection indiffère totalement, bah, je me prends au jeu, je me surprends en flagrant délit de regarder quand même les sondages. Tiens, Mélenchon a quand même monté un peu. Ah ouais, Pécresse se plante. Ah, Dupont-Aignan, toujours 0, ou toujours 1. Et donc, il y a un moment, c'est tellement. Comme il faut bien voir que le spectacle présidentiel est devenu de plus en plus une coproduction audiovisuelle, hein, qui a 3 partenaires économiques, hein, les sondeurs, les politiques eux-mêmes et les médias. C'est une coproduction. Donc ils font tout pour vendre la prod, quoi, comme telle boîte de prod essaierait de vendre le film qu'elle va sortir. C'est tout à fait normal, c'est des boutiquiers, ils vendent leur boutique. Et donc il y a quand même un. Comme ça, on est inondé de propagande pro-campagne, quoi, où on vend le spectacle. Donc c'est normal que des gens se prennent au jeu. Mais tout ça n'a absolument rien à voir avec l'indifférence. Et je terminerai par le plus essentiel, parce que à la rigueur, là, c'est presque anecdotique tout ça. Est-ce que véritablement. Moi, je ne dis pas dans le livre que comment dire, les gens sont maintenant particulièrement indifférents par les temps qui courent à ce qui pourrait se passer socialement, ce qui pourrait se passer dans le monde, ce qui pourrait se passer, y compris dans leur propre pays. Ça, franchement, on n'a pas d'indicateur véritable de ça.
Tu sais, je crois que dans les années, mettons les années 50, tiens, par exemple, 60% de la population française était une population rurale, paysanne, agricole souvent. Je suis pas sûr que les gens. Ma mère me raconte souvent ça quand elle me parle de son enfance, hein. Tu sais, on s'informait pas beaucoup, hein. Tu sais, on n'était pas très au courant de tout ce qui se passait, hein. On avait vaguement la radio, on l'écoutait à peine, on lisait pas les journaux. Bon, tu sais, on était un peu des ploucs, hein. Donc je crois qu'en fait, ce qui est en train de se passer, ce qui serait un peu spécifique à notre époque, là maintenant, mais j'aime pas faire de la sociologie sauvage, que Bourdieu aurait appelé de la sociologie sans sociologie, quoi. Mais intuitivement, je dirais, j'ai l'impression au contraire d'un surcroît d'intérêt permanent sur tout un tas de choses qui se passent. Mais une telle profusion de choses auxquelles on s'intéresse et qui bien sûr nous arrivent essentiellement par les canaux virtuels, enfin je veux dire Internet quoi, pour résumer, euh, bon, font qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent, comme rarement dans l'histoire de l'humanité, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. En fait, on pourrait dire que les gens n'ont jamais été aussi informés, ils n'ont jamais autant reçu d'informations sur l'extériorité de leur propre vie. Mais simplement, ils en reçoivent tellement que le tri est très chaotique, qu'une chose passe et chasse l'autre. Enfin, je dis que des banalités, hein. Donc moi, je pense qu'on... c'est Annie Lebrun d'ailleurs qui dit ça, qui est une critique d'art que j'adore, et qui dit il y a une espèce de censure par l'excès. Elle le disait par la profusion des œuvres d'art actuellement, de l'offre esthétique. Ça pourrait être les films, les livres, les machins, la musique. Et il y a une censure par l'excès, c'est-à-dire qu'il y en a tellement qu'en fait on finit par rien regarder. Et ben, je pense que c'est un peu pareil le rapport au réel qu'on peut avoir, quoi. Beaucoup de choses nous arrivent et en fait on ne s'arrête pas dessus. C'est pour ça que moi j'insiste toujours beaucoup sur l'idée qu'il il faut se concentrer sur un truc, quoi, sur un ou deux trucs, essayer d'être un peu précis sur au moins un sujet, quoi. Essayer de bien maîtriser au moins une situation et là tu pourras te politiser. C'est pas, on se politise pas en ayant comme ça une connaissance superficielle de 5000 trucs. On se politise en faisant une enquête précise et méticuleuse sur une situation. Une situation. Et n'importe quelle situation, à mon avis, on la déroule et on devient marxiste. Ça c'est pour la blague, mais je suis pas loin de le penser. Donc il y aurait une sorte de bruit informationnel généralisé aujourd'hui et un bruit qui provoquerait en retour une sorte de confusion généralisée, peut-être une sorte de vague de dépolitisation au sens fort du terme, c'est-à-dire des gens qui sont moins capables de voir le monde qui les entoure ou des choses de cet ordre. Et moi ça me fait penser à une chose, c'est que là l'élection présidentielle est dimanche et avant-hier ou il y a 2 jours, il y a eu un nouveau rapport du GIEC. Un rapport du GIEC, ça doit être le 50e rapport du GIEC, qui dit grosso modo toujours la même chose, mais avec une intensification de la prophétie apocalyptique, quoi. C'est-à-dire que là maintenant, si on regarde la montre, tous notre montre, il nous reste 3 ans pour changer la face du monde et de sa possible fin, quoi. Et moi, alors, je me suis pas trop intéressé aux derniers jours de la campagne parce que ça me fatigue énormément, mais j'ai pas l'impression que la thématique du GIEC fait surface et fait irruption de la même manière que l'Ukraine, comme tu le dis, a fait irruption dans la campagne. Et est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire là-dessus, quoi? Bah, je pense que ça pose un problème. Que le dernier rapport du GIEC ne se soit pas invité dans la campagne, ça ne m'étonne pas. Encore une fois, la campagne, c'est une bulle d'abstraction. C'est un système purement verbal. C'est des énoncés comme ça, qu'on se partage, qu'on. Bon, voilà, enfin, y a rien à attendre du point de vue de la, comment dire, de la consistance réelle des discours politiques. À part quand on. Y a un candidat qui sauve l'honneur de tous les autres, je dirais, c'est Mélenchon, bien sûr. Parce que il a cette espèce de fibre en lui, et puis il s'est bien entouré pour constituer le programme, qui est un beau programme, le programme de l'Union populaire. Des intellectuels sont intervenus d'ailleurs dedans. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Donc là, quand j'écoute Mélenchon parler durablement, pas forcément dans les médias mainstream, mais durablement, là j'ai l'impression qu'un peu de réel traverse son verbe. Mais pour le reste, non, il est hors de question que les choses veuillent dire quelque chose. Enfin, je vois que les mots veuillent dire quelque chose. Donc, pas plus l'urgence écologique qu'autre chose. Donc, le GIEC, évidemment, tout le monde s'en fout. Après, ça poserait un problème, je dirais, plus intense et plus dense. C'est comment est-ce qu'une prise de conscience peut atteindre un seuil critique qui fasse qu'elle mette en mouvement massivement les gens pour essayer de faire quelque chose sur cette affaire. Voilà. Vu que les dirigeants livrés à eux-mêmes ne le feront pas. Comment est-ce que on peut tous devenir des Greta Thunberg, quoi. C'est-à-dire où vraiment on interpelle manu militari ou presque, en tout cas on impose un rapport de force aux gens qui sont en charge pour leur dire maintenant c'est fini, on va tout changer. Euh,
Et nous allons d'ailleurs nous en occuper nous-mêmes. En fait, on ne vous invite pas à faire les choses, on va tout simplement vous destituer et nous allons prendre en charge la question écologique qui entraîne toutes les autres questions. Bon, ça c'est une question, c'est la question politique absolue du moment. Voilà. Alors moi là-dessus, c'est vrai que j'ai écrit un truc là-dessus dans Socialterre là, récemment pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un défaut quand même de sensibilisation à la chose écologique ou à l'urgence écologique, alors qu'il y a absolument toutes les informations à disposition. Je veux dire, il y a une production d'informations qui est tout à fait performante, je veux dire le GIEC, mais pas seulement. Ça fait longtemps qu'on sait. Mais se pose un problème, qui est un problème qui se pose d'ailleurs en général sur la question politique et sur la question de la mobilisation, c'est comment est-ce qu'un savoir peut devenir un fait sensible. Parce qu'en fait, on ne se mobilise jamais que quand on est sensibilisé, quand vraiment ça atteint mon corps. Or, et je prenais mon exemple pour moi-même, ce que je fais souvent d'ailleurs dans mes cheminements, parce que je trouve que c'est très très bien toujours se prendre soi-même comme exemple. Moi, je veux dire, je pense que je fais partie des citoyens particulièrement informés sur, disons, le désastre écologique en cours. Pas surinformé, mais pas mal, quoi. Je suis un peu le dossier. Je vois bien que chez moi, euh, comment dire, le degré de conscience de l'urgence que j'ai ne se transforme pas pour l'instant en panique de mon corps. Parce que si ça se transformait en panique de mon corps, je serais dans la rue à l'heure où je vous parle. Je serais vraiment, j'aurais pris les armes, ou presque. Et c'est pas ce qui se passe. Eh bien, je pense que ça tient, mais là, ça nous emmènerait vraiment dans d'autres sujets, mais ça tient à un truc très particulier disons, de la situation écologique ou de l'écologie en général, c'est qu'elle concerne ce qu'il y a de plus concret, ça, la vie. La vie. Hein, la persistance de la vie et la possibilité que la vie puisse ne plus persister. C'est le vivant. C'est vraiment les choses les plus concrètes du monde et en même temps, c'est tout à fait abstrait. Voilà. Voilà à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à du très concret abstrait. C'est-à-dire que quand on me dit il y a comment dire, un réchauffement climatique qui entraîne déjà la montée des eaux, qui fait fondre les glaciers, etc., c'est un peu lointain, c'est compliqué de produire une image véritablement consistante de ça. Euh, Parfois il y a des images de catastrophes, et donc ces images peuvent me sensibiliser. Et en même temps, le rapport de cause à effet entre cette catastrophe et le dérèglement climatique n'est pas dans l'image. Ça, c'est un problème que je me pose beaucoup, moi, en tant que cinéphile, je dirais. C'est comment une image peut faire preuve de quelque chose. Eh ben, je veux dire, si je vois, là, je prenais par exemple l'exemple des inondations du métro de New York. C'était l'été dernier, je crois. Déjà, ça, c'est une très bonne image pour sensibiliser, parce qu'on se dit, putain, c'est New York, c'est chez nous, quoi, en gros. Nous, les occidentaux-centriques, puisque c'est nous qui avons un peu la main hein, sur la marche du monde, il faut qu'on soit sensibilisé. Mais c'est toujours ailleurs. C'est toujours ailleurs. C'est l'Afrique qui va en chier en premier, c'est l'Asie, tout ça, c'est pas nous, quoi. Là, inondation à New York, je me dis, bonne image. Ouais, mais sauf qu'en fait, l'image elle-même ne contient pas la causalité avec le dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique ne contient pas sa causalité forcément avec l'activité carbonée de notre économie. Donc c'est compliqué. C'est vraiment, ça c'est un gros gros sujet, parce qu'en plus c'est pas un sujet pour rire, quoi. C'est un sujet où c'est une question de survie. Moi je suis en grand désarroi politico-intellectuel par rapport à cette question-là, parce que après je compte beaucoup sur une espèce de jeune génération. On parlait tout à l'heure de l'état de la politisation. Moi je veux dire, j'ai 50 ans, hein. Franchement, hein, les 20-30 ans sont beaucoup plus politisés maintenant qu'ils ne l'étaient quand moi j'étais étudiant, hein. Attention, hein, il ne faut pas oublier ça. C'était les années 80. Tout à fait, c'était 90, mais c'était encore le trauma des années 80 qui est une espèce de reflux politique absolument. Moi j'ai grandi là-dedans, ce qui est assez marrant. Je me suis senti beaucoup en contretemps avec mon époque. Et j'ai vu revenir la conscience politique, y compris une conscience radicale, par l'altermondialisme, par des choses comme ça, et par les mouvements d'écologie radicale. Voilà. Ce que Extinction Rebellion est en train de devenir. Ils sont quand même en voie de radicalisation, et puis il y en a plein d'autres. Moi, je compte beaucoup sur eux, quoi. Parce que je trouve qu'ils sont très bien. Ils ont tout compris. Ils savent à peu près ce qu'il faut faire. Et après, tout est question de rapport de force, comme d'habitude. Dans ton livre, tu dessines le tableau de la scène électorale sur 100 pages à peu près, d'une manière très détaillée. Là, on parlait à l'instant du rapport du GIEC, dont la temporalité s'échelonne sur 3 ans. J'ai envie de te poser une question peut-être un peu naïve, peut-être un peu ridicule, mais qui, moi, m'importe, parce qu'on a besoin de se projeter à moyen terme, voire à long terme, et ça, c'est une discussion beaucoup plus longue. 3 ans, le rapport du GIEC, comment t'imagines la situation politique en France ou à l'échelle mondiale d'ici 3 ans? Si on faisait un petit pronostic comme ça. Moi, je suis pas très bon sur les prospectives, parce que comme je suis
comme ma passion intime, comme on sait, voir ma passion pathologique et le réel, j'ai du mal à anticiper sur un moment où le réel n'est pas encore là, quoi. C'est-à-dire, quand je l'ai pas sous la main, je suis un peu démuni. Donc en termes de prospective, je sais pas. La seule chose que je peux, bon, dans 3 ans, j'ai bien peur que notre périmètre politico-politique à nous là, enfin, c'est-à-dire que j'appelle électoral. Bon, bah, je veux dire, un Macron sera président, il aura un Premier ministre de droite avec un gouvernement de droite qui fera une politique de droite. Et qui s'en foutra d'ailleurs de l'écologie souverainement, puisque le grand capital qu'il sert, dont il est le fondé de pouvoir, a très très envie de continuer à pouvoir s'engraisser en saccageant la planète. Donc, sur la scène, cette scène-là, il n'y a rien à en attendre. À l'échelle plus mondiale et en termes de mouvement, bon, bah, je crains qu'hélas, les insurrections politiques liées à l'urgence écologique auront lieu dans des situations d'urgence, voire même de catastrophe majeure. Euh, et là, j'ai bien peur que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Qu'il faudra vraiment une secousse véritable, une pénurie véritablement qui contrariante dans le quotidien véritablement des gens. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en parle un peu par rapport à la hausse des matières premières, à la hausse de l'énergie, le gaz, le pétrole, la situation ukrainienne ayant accéléré un processus qui était engagé avant. Bon, mais pour l'instant, bon, on voit bien qu'on n'atteint pas encore le seuil où les choses deviennent insupportables, quoi. Qui est la grande question politique, quoi. À partir de quel moment, Lordon a très bien parlé de ça, hein, là-dessus, je ne ferais pas mieux que lui. Hein. Comment quelque chose qui était supportable devient insupportable et devient massivement insupportable de sorte que ça produise de l'insurrection. Bon, est-ce que ça arrivera dans les 3 ans à venir? Est-ce que ça tiendra au fait qu'il y aura vraiment des pénuries majeures et qui toucheront les pays les plus décideurs? Parce que c'est ça en fait, cette saloperie d'urgence écologique, elle concerne au premier chef les pays qui ne sont pas les plus décideurs. Il y a une espèce d'inversion de proportion entre l'échelle de danger, ou la proportion de danger, la quantité de danger, le degré de danger, et le degré de pouvoir décisionnel. Quoi. Pour résumer, globalement, les États-Unis, la France, l'Allemagne ne sont pas les plus touchés, ne seront pas les premiers touchés par la catastrophe, les catastrophes majeures qui nous pendonnaient. Seront beaucoup plus touchés les pays qui effectivement ont beaucoup moins de leviers d'action sur le concert international, et pays africains, etc. Donc voilà, moi je pense que ça passera par là. Est-ce que ça va passer dans les 3 ans à venir? Je ne sais pas si je le souhaite. Je le souhaite presque, parce que si ça arrive dans les 3 ans à venir, on n'aura pas attendu, à mon avis, la vraie apocalypse, quoi. Ça sera encore un degré, je pense, gérable de la catastrophe. Mais encore une fois, je ne suis pas très bon sur les prospectives, donc je ne peux pas trop épiloguer. Et dans ces scénarios que tu viens d'esquisser, de sortes d'insurrections comme ça qui arrivent par la force des événements, que ce soit le climat, ça peut aussi très bien être des crises économiques, le camp révolutionnaire, ou je ne sais pas comment l'appeler parce qu'il n'a plus vraiment de nom et tous les noms font un peu tâche aujourd'hui, en tout cas tu vois de quoi je parle, il est très proche d'être un état d'impuissance tragique aujourd'hui. Et donc on imagine surgir des événements à grande échelle, des événements politiques. Comment on pourrait imaginer justement ce camp-là avoir une quelconque prise sur les situations? D'autant plus que ces dernières années, il y a quand même eu des grands mouvements de contestation qui ont traversé je sais pas, le paysage politique français. Je pense notamment aux Gilets jaunes, mais aussi, dans une autre mesure, les mouvements qui contestaient certaines mesures sanitaires les plus liberticides, on va dire. Et c'est des moments où, justement, le camp révolutionnaire, ou peu importe, la gauche, l'extrême gauche, ont été relativement absents, voire nuls, moi j'ai l'impression. Et t'en parles un petit peu dans ton bouquin. Et donc ma question, là, elle est assez simple, c'est pourquoi tout le monde déteste la gauche, y compris les gens de gauche, aujourd'hui? Ah, ouais. Putain, il y a beaucoup de questions en une. Ouais. D'abord, je voudrais être un peu factuel, ça j'en parlais plutôt dans mon cas d'avant, Notre Joie, enfin mon essai d'avant. Non, il n'est pas vrai que la gauche n'ait pas été sur les Gilets jaunes. Ça, c'est factuellement pas vrai. Voilà. Ça pourrait se documenter, vraiment, reprendre un peu les premiers jours, reprendre la presse, reprendre les déclarations, reprendre qui appelle à y aller, etc. Mélenchon, encore une fois, je ne suis pas un grand mélenchonien, mais Mélenchon dit il faudra en être une semaine avant le premier week-end. Non, mais il le dit, voilà. Après, il dit il paraît qu'il y a des fachos dedans, on n'en a rien à foutre, des fachos, il y en a partout, il y aura toujours des fachos fâchés, nous on est des fâchés, pas fachos, il y va, quoi. Et d'ailleurs,
sur les premiers week-ends, il y a déjà, moi, au deuxième week-end, vous croyez que je pouvais pas, deuxième samedi, bon, je rencontre tout un tas de gens que j'ai l'habitude de voir dans les manifs de gauche, quoi. Donc, attention à cette légende urbaine qui s'est très très vite mise en place, que la gauche aurait raté les gilets jaunes, n'aurait pas été dans le truc, aurait été dans la réprobation. Il y a eu des gens qui se sont exprimés au début pour dire, oh là là, mais c'est quoi ce truc? Mais pardon, par ailleurs, effectivement, des gens ont pu dire, oh là là, je ne sais pas ce que c'est ces gens-là, mais c'était une vigilance tout à fait saine. Tout à fait saine. Souvenez-vous, les premières incarnations de ce qui allait devenir le mouvement des Gilets jaunes, c'est Jacqueline Moreau à la télévision. Jacqueline Moreau, elle est où maintenant? Elle est où, Jacqueline Moreau? Elle est chez Zemmour. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que moi, à gauche, on a aussi des antennes, et c'est pas que des antennes au sens où on serait sectaire et obtus. On a des bonnes antennes pour voir qu'il y a quand même des gens avec qui on pourra pas être pote, quoi. Et en politique, c'est ça le dissensus aussi. On ne peut pas être pote avec tout le monde, mais pas pour des raisons morales. Pas au sens moral, au sens oh là là, il y a une manif où il y a des fachos, donc moi je veux pas y aller parce que vraiment les fachos. Moi je suis pas du tout comme ça. Mon livre Notre Joie l'a prouvé. Que je pouvais discuter longtemps avec des identitaires. C'est pas moral, c'est juste dire premièrement, s'il y a des fachos dans un mouvement, bah c'est peut-être que le mouvement, je suis peut-être pas en harmonie totale avec. Question très saine intellectuellement. Question très saine intellectuellement. Et puis après, dans quelle mesure est-ce que je vais pouvoir pactiser avec des fachos alors qu'on n'a quand même pas grand-chose à voir idéologiquement, même si là on a l'air d'avoir une vague cause commune qui pourrait être, je sais pas quoi, antipasse, machin. Bah ouais, mais ça va pas durer, quoi. Ça va pas. Moi, je crois pas beaucoup à ça. Donc, non, vraiment, je trouve qu'on fait un mauvais procès à la gauche en disant qu'elle n'a pas été sur les Gilets jaunes. Je dirais même, je le disais aussi dans Notre Joie, si à un moment, le mouvement des Gilets jaunes s'est très très largement purgé de ces éléments un peu fascistoïdes, c'est parce que la gauche y était massivement et qu'elle a imposé un peu son son de cloche, son là. Et même, je le disais, moi, de façon presque, disons, pour renverser un peu la donne, je dis, moi, je trouve que la gauche est presque trop précipitée sur le mouvement et a eu tendance à étouffer le mouvement à travers ses propres paradigmes. Enfin, moi, j'ai senti ça chez pas mal d'intellectuels. À un moment, je trouvais que ça allait très très vite. Ça y est, on se mettait à parler de 1789, c'était 1848 qui commençait, c'était la Commune. Enfin, on plaquait les gros signifiants de l'histoire de la gauche radicale. Bon, alors, il faut laisser vivre les mouvements. Mais, bon. Mais à un moment, je le disais aussi, si le mouvement des Gilets jaunes c'est gauchiste, c'est parce qu'il y avait plein de gauchistes dedans, qui les ont, alors la droite dirait infiltrés, non pas infiltrés, rejoints. Donc ça c'est quand même vraiment, c'est important de remettre ça, parce que j'ai l'impression qu'on s'est tous raconté cette histoire-là, alors qu'elle est fausse. Voilà, elle est fausse. Je dis pas ça, moi j'ai pas d'action dans la gauche. Hein. Quand la gauche merde, je le dis. Hein. Bon. Après, d'ailleurs, en retour, la gauche ne m'épargne pas parfois je passe un peu vite sur les mouvements anti-vax, anti-pass, ou un peu les deux, et ou. Bon. Parce que moi, je vais vous dire, le truc, c'est pareil, je l'ai déjà dit publiquement, mais moi, je ne peux pas écrire dans Notre Joie, ou ailleurs, que le mot liberté ne me paraît d'aucune pertinence politique, en fait, d'aucune pertinence tout court, mais je passe là-dessus, d'aucune pertinence politique, et épouser en toute camaraderie un mouvement où le mot liberté a été le mot fédérateur. Je suis désolé, je ne peux pas. Moi, c'est peut-être mon côté un peu fétichiste des mots ou fétichiste de la pensée, mais je ne peux pas. Et bah, de fait, quand j'entendais ces gens parler, quand je les ai croisés, je me suis senti en général peu d'affinité avec ceux auxquels j'ai eu affaire. Donc je crois qu'encore une fois, la petite réticence que peut avoir quelqu'un de la gauche radicale ou de la gauche critique par rapport à ces mouvements-là, n'est pas simplement une frilosité sectaire. Je pense que ça a aussi des choses qui viennent de loin. Il n'est pas non plus complètement anodin. Moi, je ne réduirai jamais le mouvement anti-pass à Philippot. Jamais. Bien sûr. Je suis trop honnête intellectuellement pour ça. Mais je ne trouve pas si étonnant que ce soit Philippot qu'on ait pris, un type comme Philippot qu'on ait pris la tête. Enfin, en tout cas, la tête d'un des mouvements. C'est pas complètement anodin non plus. On ne peut pas évacuer totalement ça. Il y a plein de mouvements dont Philippot ne pourrait pas prendre la tête. Vous ne le verrez jamais à la tête d'un mouvement contre une réforme des retraites. Voilà. Parce que c'est pas son truc. C'est pas dans son logiciel. Bon, donc il faut réfléchir à tout ça. Après, pour finir, pourquoi la gauche déteste la gauche? Bon, ben non, mais moi je crois qu'en fait c'est pas vrai. Je crois que tous les gens qui, on en parlait un petit peu off, tous les gens qui disent j'ai été un déçu de la gauche, oh la gauche, vraiment, j'ai été déçu parce qu'elle donne des leçons, elle est morale, gna gna gna, elle a... Oui, moi je me suis beaucoup battu contre la gauche morale, mais pour moi la gauche morale c'est pas la gauche, quoi. La gauche morale, pour moi c'est une oxymore. Moi ce que j'aime dans le marxisme c'est que justement,
il évacue autant que possible la morale. Autant que possible la morale. Et c'est bien d'ailleurs, c'est le premier geste de Marx par rapport à ses collègues hegeliens dits de gauche dans les années 1820-30 en Allemagne. Ce qu'il leur reproche précisément, c'est d'être moraux. Votre philosophie se contente d'un certain nombre de valeurs humanistes, morales que vous avez comme ça épanchées dans vos écrits. Et Marx, lui, il va par-delà la morale. Il dit, c'est pas une question de morale, on va analyser les rapports de production, les rapports économiques, le réel, on va faire des enquêtes, et puis là, on verra que ça se passe pas comme ça dans la société, et puis qu'on s'en sortira pas avec des décrets moraux. Donc moi, je me sens très à l'aise. Je ne me sens aucunement concerné par la gauche morale. Pour moi, la gauche morale, éventuellement, c'est centre-gauche, vaguement PS, voilà. Donc les gens qui disent qu'ils détestent la gauche parce qu'elle serait devenue morale, ne font que détester ces espèces de pastiches de gens de gauche qui ont un peu végété autour du Parti Socialiste pendant 40 ans. C'est ça. Est-ce qu'ils diraient la même chose quand ils entendent parler Lordon, ou quand ils m'entendent parler, tiens, je ne mets pas au même plan, mais est-ce que vraiment je respire la morale, moi? Est-ce que je respire la bien-pensance qui est là pour donner des leçons à tout le monde? C'est pas vrai. Est-ce que la galerie respire ça? Je prends les intellectuels un peu comme ça qu'on entend. Un petit peu. Non, je le trouve pas. Il peut être radical, mais je pense qu'il est quand même pas exactement dans. Non, je dirais pas que la galerie est dans la morale non plus. Il n'a pas ce côté donneur de leçons dans ce sens-là. Je pense qu'il est beaucoup plus guerrier que moral. C'est pas la même chose. Après, ce serait un grand débat. Mais donc voilà, je trouve donc les gens qui disent ça, déjà, je trouve que ça concerne qu'une infime partie de la gauche, qui d'ailleurs a rejoint massivement le macronisme depuis. Et puis donc, en dernier instance, je pense que c'est des gens qui ne sont pas des déçus de la gauche, et tout simplement des gens qui n'ont jamais été de gauche. Et qu'une des raisons pour lesquelles... En fait, je pense qu'ils disent que leur chien a la rage parce qu'ils veulent l'abattre, en fait. Selon le proverbe bien connu. C'est des gens qui ne sont pas de gauche, et qui n'ont de cesse que de trouver toujours des bonnes raisons pour décidément ne jamais rallier la gauche. Et donc, regardez, ils nous méprisent, regardez, c'est des donneurs de leçons, regardez, ils n'ont pas rejoint les Gilets jaunes. Mais c'est pas si vrai, et donc en fait, je pourrais répondre au cas par cas. Mais moi, à chaque fois que j'ai pu croiser des gens de ce profil-là et qui me disaient ouais, mais la gauche, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais été de gauche parce qu'ils ont été dans des périmètres éducatifs, des périmètres sociaux, des périmètres sociologiques qui ont fabriqué. Je faisais 2 ou 3 portraits dans Notre Joie, notamment celui que j'appelais S, qui n'était pas de gauche, quoi. Mais il n'était pas de gauche parce que c'était un fils d'agriculteur de droite. Et que donc, comme moi, j'ai imprégné les valeurs politiques de mes parents, communistes, eh bien, il avait imprégné les valeurs conservatrices, anticommunistes de ses parents. Et il avait eu beau développer en lui une certaine fibre contestataire, parce que beaucoup de choses l'énervaient dans la société, à juste titre, et bien cette fibre contestataire s'orientait plutôt du côté d'Alain Soral, et plutôt que du côté anarchiste, ou communiste, ou socialiste au sens noble, parce que il y a des imprégnations éducatives. Donc, bon, je sais pas ce qu'il en a été dans les mouvements anti-pass. Est-ce qu'il y avait des gens véritablement foncièrement de gauche dans ce mouvement? Je sais pas. La statistique reste à établir. Pour terminer, mais c'est toujours en lien avec ton livre, il y a deux définitions, il y a deux phrases qui m'ont marqué moi par rapport à la gauche. Il y en a une de Deleuze, je ne sais plus si c'est dans l'ABCDR ou dans un autre texte, où il dit que le contraire d'être de gauche, c'est d'être de droite. Et il fait un très long hiatus d'une page entière, pour dire que le contraire d'être de gauche, c'est d'être de droite. Mais avant Deleuze, ou peut-être dans les années 70 aussi, il y avait un grand révolutionnaire qui s'appelait Dionys Mascolo, qui lui avait une position complètement inverse, qui disait le contraire d'être de gauche, ce n'est pas d'être de droite, mais c'est d'être révolutionnaire. Et moi j'ai l'impression que cet énoncé colle beaucoup plus à l'époque que celui de Deleuze, qui est somme toute un énoncé assez binaire, quoi. Si t'es pas de gauche, t'es de droite. Ce qui correspond aussi au chantage d'une certaine gauche qui a lieu depuis très très longtemps pour dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes avec les ennemis. Que ce soit la gauche, le centre-gauche du PS, que ce soit aussi, par exemple, l'extrême gauche. Voilà. Donc, toi, tu penches plus du côté de Deleuze ou du côté de Mascolo aujourd'hui? Eh bien, les deux me sont éminemment sympathiques. Je les ai pratiqués comme lecteur. Mais je penche verbalement sur aucun des deux. Et je pense qu'en fait, une des raisons pour lesquelles, comme d'habitude, on patauge, parce qu'on patauge là, dans cette histoire, c'est qu'on manipule des signifiants. En fait, tu viens de faire de Mascolo à Deleuze
On fait du bonneto avec les signifiants. Tu sais, on fait gauche, droite, machin, et bon, il se trouve que Deleuze agite le bonneto dans ce sens-là, et puis Mascolo, dans un autre sens. Moi, je vais pas faire ça, moi. Je vais pas reprendre les mêmes signifiants pour imposer mon bonneto à moi. Moi, je vais te dire que parlons de choses concrètes, et voyons qui est où. Et puis peut-être qu'on n'a pas besoin des mots gauche, peut-être qu'on n'a même pas besoin des mots droite. Moi, je veux bien m'en passer, je l'ai déjà dit 1000 fois. Euh, j'ai- concrètement, on n'a pas besoin de ces mots. Après, c'est pas des mots, moi, je trouve, qui sont non plus indignes. Je pense pas qu'ils soient complètement non pertinents pour identifier des positions d'humeur, des positions de tempérament, des positions morales, des positions éthiques, tout ça. Je pense pas que ce soit des mots complètement inefficients. Mais on peut très bien s'en passer. Donc, voilà. Il y a une réforme des retraites qui va arriver, puisque Macron va être élu. Il va vouloir la faire passer à 65 ans. Qui est pour, qui est contre? Qui sera dans la rue pour se battre contre? Voilà. Bon, on verra bien. Voilà. Est-ce que Philippot y sera, tiens, par exemple? C'est tout. C'est pas genre à droite-gauche, on verra bien qui y est. Va y avoir. L'assurance chômage va évidemment être aussi très largement durcie dans ces conditions. On va de plus en plus fliquer les chômeurs. On veut fliquer les RSistes de plus en plus. Hein. Il va falloir qu'ils bossent maintenant, qu'ils acceptent n'importe quel boulot, à n'importe quelle condition. Qui sera dans la rue? Qui d'ailleurs, premièrement, repérera ça comme un sujet politique? Ça, c'est déjà très important. De dire attention, là, il se passe un truc. Hein. Et deuxièmement, se donnera éventuellement des moyens d'action pour pouvoir freiner le processus législatif voilà, ou de règles en cours. Voilà, il faut prendre les choses une par une, hein, voir en gros le capitalisme. On en pense quoi? Est-ce que c'est un signifiant qui vous parle? Est-ce qu'il vous paraît déterminant dans l'analyse du monde? Ou est-ce que, en gros, vous n'en parlez jamais? Ah, si vous n'en parlez jamais, c'est étrange. C'est étrange. C'est bizarre. En tout cas, moi, ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup d'accord, parce que pour moi, c'est un peu, je dirais, comment dire, un mode analytique. En tout cas, il me semble que ce signifiant-là nous permet de saisir beaucoup de choses de l'ordre du monde. Je le crois profondément. Documentation à l'appui. Bon, ben voilà, il faut prendre des choses comme ça. Et arrêter peut-être un peu de se raconter les trucs, genre, ouais, non, mais en fait, finalement. Parce que moi, j'ai bien vu, hein. J'ai bien vu la tambouille Michéa, par exemple. Hein. Hein, la tambou Michéa, qui a un peu repris Onfray, même si je préfère largement Michéa à Onfray, mais c'était de dire, ah mais vous savez, en fait, au 19e siècle, les marxistes se disaient pas de gauche, hein, pas du tout. La gauche, la droite, en fait, c'est des dichotomies qui sont arrivées un peu après, et d'ailleurs, les premiers gens qui se disaient de gauche étaient des libéraux, donc résultant des courses, en fait, le camp de la gauche serait le camp du libéralisme. Oh là là, ça y est, on est parti dans la confusion. Et hop, et Michéa devient l'intellectuel de gauche le plus célèbre à droite. Et qu'à chaque fois que j'en entends parler, c'est sur Radio Courtoisie. Donc moi, je me méfie un petit peu de ces bonnetos, là. Voilà. Hein. Et comme d'habitude, le juge de paix de ce bonneto, de cette espèce de, comme ça, de jeu infini, d'interversion et de permutation des signifiants, c'est le réel. C'est dans telle situation, tu es où, camarade? Hein. Et on verra bien. Et en général, je trouve quand même que se reconstitue assez logiquement dans des luttes le camp anticapitaliste et le camp qui globalement considère que bon, ma foi, le capitalisme a des écueils, a des dérives, a des déviances, mais qu'on peut l'aménager et que c'est pas vraiment le sujet. Voilà. Il y a des gens qui considèrent que c'est pas le sujet. Bon bah donc voilà, je proposerai bien à la suite de l'ordre encore une fois une définition assez claire de la gauche si jamais on veut garder signifiant, mais on n'est pas obligé. C'est est-ce qu'on considère petit a que le capitalisme est le problème et le père de tous les problèmes, même s'il n'épuise pas tous les problèmes. En tout cas, c'est une espèce de matrice comme ça. Et deux, est-ce que donc on constitue la lutte contre le capitalisme comme une lutte prioritaire?